magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal magazine. Voici le sommaire. Evala édition 2019, la boucle est bouclée. Pour ces dernières empoignades, le chef de l'État Faure Essozomna Gnassingbé était dans le canton de Thiaré, Soumdina et Lassa. Fin hier des travaux de la 3e conférence régionale du projet d'électrification hors réseau, les participants ont planché sur la phase préparatoire du projet et sur les prochaines étapes de sa mise en œuvre. Monsieur Mahama Katia, directeur exécutif du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, nous fera le bilan d'une rencontre de 2 jours à Lomé. Afrique du Sud, Jacob Zuma choisit de garder le silence face à la commission d'enquête accusée de corruption, l'ancien président sud-africain qui dépose depuis lundi de son plein gré devant cette instance sans pouvoir judiciaire ni toute implication et dénonce un complot destiné à l'éliminer voire à l'assassiner. Le projet de création du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a été lancé le 2 juillet dernier à Lomé. Monsieur Safiou Radi, économiste expert du ministère des Affaires étrangères, et Akakpo Kofi, directeur des Togolais de l'extérieur, vont nous parler de la mise sur pied de ce Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et de son fonctionnement. À suivre également d'autres rubriques, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Rideau donc ce samedi sur l'édition 2019 des luttes traditionnelles Evala en pays kabye, démarrées depuis le 13 juillet dans la préfecture de la Kosa et à Iaka dans la préfecture de Toufelgou. Ces empoignades ont pris fin dans les cantons de Lassa, Soumdina et Thiaré. La première finale de ce samedi a mis aux prises sur le terrain cantonal à l'USP de Thiaré les Evala de Ouiamde et ceux de Thiaré. Les empoignades qui se sont déroulées en présence du chef de l'État Faure Essozomna Gnassingbé et de la présidente de l'Assemblée nationale Chantal Yawa Djibouadi Tigan donnent vainqueurs les lutteurs de Ouiamde qui dominent leurs adversaires de Thiaré sur le score de 23 points contre 17. Après la finale du canton de Thiaré, le chef de l'État s'est rendu à Soumdina pour la seconde finale. Sur le terrain cantonal de l'école officielle de cette idée, les Evala de Soumdinao étaient face à ceux de Soumdinaba. Au décompte final, Soumdinaba gagne Soumdinao par 17 victoires contre 11. La 3e et dernière finale de ce samedi de l'édition 2019 de ce rite initiatique en pays kabye s'est déroulée dans le canton de Lassa. Face à face sur le terrain cantonal de l'EPP à Hodo, les lutteurs de Lassao et leurs congénères de Lassaba. Cette dernière confrontation donne vainqueur les Evala de Lassaba qui l'emportent sur ceux de Lassao. Score final 19 points pour Lassaba et 14 points pour Lassao. La boucle de l'édition 2019 des luttes traditionnelles en pays kabye sera définitivement bouclée demain dimanche avec le championnat Super Evala. Dans toutes les arènes, on enregistre durant les empoignades des blessés parmi les lutteurs. Pour venir en aide des équipes de ministères en charge de la santé et de la protection civile et celles de certaines ONG sont sur les terrains. La fondation Gnassingbé Yadema pour l'éducation et la santé FOGES fait partie de ces ONG. Comment s'organise le travail de la FOGES? Suivant ce magazine de Yasmine Adoko depuis Kara. Les luttes Evala, combat corps à corps dans lequel les adversaires se blessent parfois.
Sur les terrains de lutte, la FOJES intervient pour la prise en charge de ces blessés. Dr Agouda Balakena, directeur exécutif et coordonnateur de la FOJES, nous dit comment le dispositif mis en place fonctionne. Ça dépend de la gravité. Lorsque le blessé léger trouve satisfaction à travers les soins primaires qui lui sont administrés, donc il est libéré. Et si on remarque qu'il y a un traumatisme moyen ou bien plus important, il fait objet de la prise en charge secondaire dans notre véhicule où un deuxième diagnostic de précision est posé. S'il s'avère que c'est un traumatisme grave, il fera l'objet de transfert au niveau central, dans les CHU ou CHR, où la FOJES a déployé des équipes. Dans la prise en charge des blessés, plusieurs cas sont relevés. La FOJES, après les EVALA, fait le suivi. Les cas les plus fréquents, c'est les écorchures, fractures, les étirements, les déboîtements, les luxations, les entorses. Donc disons, il y a la prise en charge initiale, le jour où le valo est blessé, et puis il y a les soins et le suivi. Bon, après les EVALA, le suivi de la FOJES se fait notamment après cicatrisation, la rééducation de valo. C'est prise en charge par la FOJES. Nous avons un dispositif dans le suivi de suivre le valo pour sa rééducation, puisqu'il doit être mis en forme pour la saison prochaine. Des efforts sont faits de part et d'autre pour la prise en charge des blessés dans les EVALA. Puissent ces efforts être soutenus par de bonnes volontés pour le rétablissement rapide de ces blessés. Fin hier à Lomé des travaux de la 3e conférence du projet régional d'électrification en réseau dénommé ROGEP. Cette rencontre a réuni pour 2 jours les participants des États membres de la CEDEAO et ceux de 4 pays du Sahel. À l'issue de la réunion, des décisions ont été prises en vue de faciliter l'accès à l'énergie pour tous. Angèle Otondi. Au cours des 2 jours de travaux, les participants ont planché sur l'état de la phase de préparation de ce projet qui a pour objectif de fournir des services d'électricité à environ 1,7 million de personnes. Ils ont également débattu des 2 composantes que comporte le projet ainsi que des prochaines étapes de la phase de mise en œuvre qui devrait débuter en septembre prochain. Lawson Retelifosu, directeur par intérim de l'agence togolaise de normalisation. L'atelier a consisté à fédérer l'ensemble des parties prenantes des 15 pays de la CEDEAO plus les 4 pays d'Afrique centrale qui, ensemble, vont participer au projet dont les financements sont disponibles au niveau des banques et qui peuvent permettre à tout un chacun d'avoir accès. Au Togo particulièrement, dans le cadre du projet CISO, le gouvernement veut vraiment apporter l'électricité à l'ensemble des populations d'ici 2030. C'est dans ce sens que le Togo s'inscrit dans ce projet qui permet d'asseoir une offre pour les populations rurales avec de l'électricité de bonne qualité et avec des équipements de bonne qualité. Les bénéficiaires du projet seront les personnes vivant actuellement sans accès à l'électricité ou vivant avec un approvisionnement à l'électricité peu fiable dans 19 pays de la CEDEAO et du Sahel. Salourou Amidine, directeur général de l'agence nigérienne de promotion de l'électrification en milieu rural. Les premiers bénéficiaires, c'est les pays membres de l'espace qui s'estiment à presque plus de 200 millions d'habitants. Quand on parle de haut réseau, on est en train de parler des populations qui sont isolées, ne sont pas facilement accessibles et qui ont besoin de satisfaire besoin de services de base. Donc l'accès à l'éclairage, mettre à leur disposition des systèmes qui leur permettront d'améliorer leur communication, services de santé, aussi l'éducation. Et avant de parler maintenant à des deuxièmes niveaux d'accès, donc qui concernent les services
d'accès qui permettra donc d'augmenter la production. Les participants ont suivi plusieurs sessions riches en enseignement. Ils ont également apporté leur contribution pour la mise en œuvre effective de ce projet. Oui, Angèle Ntondi, au terme des travaux, le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO a réussi à mobiliser tous les acteurs qui se sont engagés à s'investir pour une meilleure fourniture de l'électricité à leurs communautés respectives au moyen de l'énergie solaire. Ainsi, le projet est lancé et sa mise en œuvre dans les pays concernés pour bientôt. Le bilan de 2 jours de travaux, les recommandations et les propositions avec M. Mahama Kapia, directeur exécutif du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il est au micro de Gabriel Aïna. Monsieur Kapia, bonjour. Good morning. Thank you very much for coming over. Ces 2 jours, vous avez eu à travailler avec différents acteurs, des gens qui viennent de la banque, de l'État, de la société civile. Alors, qu'est-ce que l'on peut résumer des 2 jours de travaux? I would say that after a 2-year work on Roger, ça fait 2 ans que nous sommes en train de travailler sur ce projet. Donc on était pendant 2 ans à une phase préparatoire. Nous sommes maintenant au bout de cette phase préparatoire et nous allons démarrer le projet vraiment dans sa mise en œuvre. Et c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés ici avec tous les partenaires pour nous expliquer qu'est-ce que nous avons fait et à quoi nous sommes aboutis et qu'est-ce que nous comptons faire réellement dans la mise en œuvre. Finalize these documents with their inputs. Qu'est-ce qui sera fait juste après ces 12 jours de travaux? From here, we are now going to incorporate the Nous allons tenir compte de l'ensemble des observations des parties prenantes qui sont venues à cette réunion de 2 jours, où nous allons essayer d'abord tenir compte aussi de leurs observations en disant par exemple la question de la standardisation des équipements. Effectivement, nous allons travailler sur des équipements qui sont standards et pour que ça soit vraiment accessible vraiment aux populations les plus démunies et c'est de la qualité. Nous allons aussi regarder au niveau de la banque et quelles vont être les différentes méthodologies, les différentes procédures de ce prêt que nous allons laisser au niveau des banques commerciales et c'est aux banques commerciales de pouvoir prêter aux entreprises pour que vraiment les populations puissent avoir accès à cette énergie-là. Donc c'est tout cela que nous allons travailler et l'objectif vraiment c'est d'arriver à une mise en œuvre réelle de ce programme-là qui permettrait d'amener, de faire l'accès aux services énergétiques de ces populations-là. Que ce soit dans le domaine des ménages, que ce soit dans le domaine des systèmes commerciaux, et ceux qui veulent des petites puissances pour faire par exemple d'irrigation ou autre chose, mais aussi pour le domaine du public. Vous avez parlé tout à l'heure de financement. Alors dites-nous, monsieur le directeur exécutif, comment est-ce que les entreprises qui sont dans le secteur privé peuvent participer afin d'avoir le financement pour pouvoir apporter cette lumière ou l'énergie solaire aux populations à la base? As I said, now ECRI has signed a grant agreement already with the World Bank. Nous venons de signer un accord avec la Banque mondiale qui va supporter ECRI et nous allons dans quelques jours aussi signer un autre accord avec la BOAD sur la question de la ligne qui va être utilisée au niveau de la banque. Maintenant, ensemble, la BOAD et ECRI, nous allons nous mettre d'accord sur vraiment un plan de travail beaucoup plus rigoureux qui permettront dans un temps très proche, en septembre, nous sommes en train de voir septembre, octobre, où maintenant nous allons voir quelles sont les modalités pour qu'une banque commerciale puisse venir prendre les finances, les moyens financiers au niveau de la BOAD. Quels sont les critères pour qu'une société privée du solaire puisse aussi venir au niveau des banques commerciales pour retirer les montants nécessaires à leur propre projet qu'ils vont avoir. C'est tout ça là que nous allons essayer maintenant dans ce temps très futur d'essayer de mettre en œuvre pour qu'au finish d'ici le début de l'année prochaine, que vraiment la mise en œuvre du programme démarre au bénéfice des populations. D'où est parti le constat? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'apporter de la lumière à ces populations? Il y a quoi comme problème au fait? Yes, for me to answer that, I will say that at the ECOWAS level, we have a target to attain universal access
to sustainable energy sources, including electricity. Nous avons des engagements au niveau de la CEDEAO qui tirent vers l'accès à l'énergie durable à tous d'ici 2030. Si vous prenez ce thème où nous sommes presque obligés d'amener l'énergie au niveau de ces populations, par le réseau d'ici 2030, les populations de notre sous-région n'auront pas accès à l'électricité. Now, to avoid a situation where they keep staying this way in darkness. Dès lors qu'il ne peut pas avoir l'électricité à partir du réseau, quelles autres possibilités peuvent s'offrir? C'est ainsi que le Centre des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique est en train de travailler dans les systèmes hors réseau pour que ceux qui n'auront pas le réseau d'ici là, que nous trouvons des solutions appropriées pour leur donner l'énergie pour leur propre développement. Ça va être les ménages, ça va être les systèmes vraiment commercial, ça va être aussi les infrastructures publiques comme les centres de santé, les écoles, les systèmes d'adduction potable qui ne seront pas connectés d'ici 2030. Mais s'il faut prendre juste le réseau pour 2030, et 50% de notre Afrique, de notre région n'aura pas d'électricité. Donc il faut qu'il y ait nécessairement des solutions hors réseau. Je pense que comme vous l'avez dit, vous allez travailler avec 15 pays de la CEDEAO et 4 de la zone du Sahel et vous avez forcément besoin des premières autorités de chaque pays. Je veux parler de l'État. Alors, dites-nous quelle est la demande que vous faites aux différents États afin qu'ils puissent contribuer, sinon accompagner, écrire dans ce projet. Thank you very much. I think the contribution of the member states is key. And the countries, les différents gouvernements ont des politiques qui sont vraiment liées, alignées à ce que nous sommes en train de faire. Et quand je suis venu ici au niveau du Togo, j'ai rencontré le ministre de l'Énergie. Il nous a fait part de programmes au niveau du Togo qui vont amener à faire l'électrification rurale de plus de 500 000 kits à travers tout le programme CISO. Donc nous aussi, nous allons soutenir ce type de programme pour que l'objectif soit le même. Un gouvernement comme le Togo veut vraiment en train de faire des systèmes isolés au niveau des populations. Nous allons aussi les appuyer dans ce sens-là pour qu'ensemble nous arrivons au même objectif qui est que chaque population puisse avoir l'énergie. Nous demandons à tous les gouvernements de nous accompagner et de s'organiser parce que les objectifs que nous visons sont aussi les objectifs de ces mêmes pays-là. Voilà la question qui se pose. Les gouvernements ont des politiques pour pouvoir satisfaire les besoins énergétiques des populations. Et s'ils trouvent des programmes comme le ROGEP, ça ne peut être que la bienvenue. Et nous allons renforcer nos capacités ensemble pour arriver dans ce sens-là. That will help us attain our target even faster than we envisaged. Vous l'avez dit, le gouvernement du Togo vous a bien reçu. Alors, pour finir, quel est le mot que vous avez à l'endroit du gouvernement togolais et pourquoi pas des participants? I can say congratulations to the Togo government for having taken the step. Je peux dire félicitations pour le gouvernement togolais et que nous avons déjà engagé sur cette voie avec le grand programme CISO où ils ont recruté des grandes compagnies comme B-Box et puis il y avait un autre maintenant qui vient d'être recruté où l'objectif vraiment c'est d'aller faire ce type d'énergie. Ça coïncide, ça match avec ce que nous comptons faire au niveau de ECRE, au niveau de ROGEP. Donc on pense que ce serait vraiment une bonne synergie entre ROGEP et le gouvernement du Togo pour aller vraiment au-delà des expériences pour que tout le Togo soit électrifié dans un proche avenir. We achieve our common target in a faster, in a shorter. Yes, so as they go home, that's where they should all try to. Et vraiment pour les participants, on peut aussi leur dire vraiment merci de participer à cette grande réunion où les gens ont appris ce qui se fait autour de l'ensemble de ces pays. Il y a eu beaucoup de présentations de différents pays. Je pense que chacun au retour dans son pays va voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et comment faire pour booster ce que nous sommes en train vraiment d'initier. Certainement, il y a beaucoup de pays qui ont aussi des petits projets qu'on peut développer, qu'on peut mettre en synergie avec le ROGEP pour arriver à leur objectif. Once they have it, we just join the program, then they will get the populations connected a lot faster. Monsieur Mahama Kapia, merci. Thank you very much.
Les responsables des organes de presse écrite, audiovisuelle et de radio privée des régions centrales, des Savanes et de la Kara ont échangé hier avec une délégation de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse privée au sein de la HAC. La délégation conduite par son président, M. Badji Bassa Babaka, a fait le point aux participants sur la gestion 2017 de cette subvention. Il s'agissait aussi d'éclairer ceux qui désirent obtenir cette aide pour le compte de l'année 2018 sur les conditions à remplir. Badji Bassa Babaka. Nous avons tenu à apporter plus de précision. La première des choses, la nécessité de faire une demande. Nous avons indiqué que les demandes sont reçues depuis le 15 juillet et le délai est clos le 16 août. Il faut que tous les organes qui souhaitent bénéficier de l'aide de l'État à la presse puissent adresser cette demande-là dans les délais. La deuxième chose, dans les demandes, les dossiers sur lesquels nous insistons particulièrement parce qu'ils donnent droit à des pénalités, c'est d'abord que le personnel qui est employé dans les organes, dans les médias, soit un personnel professionnel. Professionnel, pour nous, ça veut dire que le personnel doit avoir des cartes de presse qui leur permettent justement d'être enregistrés comme personnel professionnel. La deuxième chose, il faut déclarer le personnel à la Caisse de sécurité sociale. C'est une mesure de protection de ceux qui travaillent dans les organes de presse. La troisième des choses sur laquelle nous insistons également, c'est que vous soyez en mesure de justifier l'utilisation de l'aide que vous aviez reçue l'année précédente. En Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante a été adopté jeudi dernier en commission à l'Assemblée nationale, en dépit des réserves de l'opposition parlementaire. Le texte devrait bientôt être voté en plénière dans une assemblée dominée par le RHDP de Alassane Ouattara. Le PDCI, qui avait boycotté la fin des pourparlers tripartites entre le pouvoir, l'opposition et la société civile, a très vite fait part de son désaccord. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a mis fin hier à sa coopération à une vaste enquête sur la corruption dans son pays pendant son mandat. Accusé de corruption, il se dit victime de parti pris. Angèle Ontondi. L'ancien président Jacob Zuma témoignait depuis lundi devant la commission chargée de faire la lumière sur les nombreux scandales qui ont éclaboussé sa présidence et l'ont contraint à la démission il y a 1 an et demi. Mais mercredi, la commission a suspendu l'audition de l'ex-président. Son témoin numéro 1 s'étant plaint du ton à ses yeux, trop insistant des questions qui lui sont posées. Il devrait être attendu hier pour une dernière journée si un compromis était trouvé sur les modalités de l'audience, ce qui ne s'est pas produit. Depuis lundi donc, Jacob Zuma, qui dépose de son plein gré devant cette instance sans pouvoir judiciaire, était pressé de questions sur les témoignages qui l'ont mis en cause. Sur le fond, le chef de l'État a nié toute implication dans les affaires de corruption citées, criant à la calomnie et dénonçant un complot destiné à l'éliminer, voire l'assassiner. Le principal avocat de la commission d'enquête a de son côté nié toute hostilité particulière à l'égard de l'ancien dirigeant. Une fois ces auditions terminées, la commission anticorruption devant laquelle se succèdent ministres, fonctionnaires ou encore chefs d'entreprise doit rendre ses conclusions qui pourront être transmises au parquet pour d'éventuelles poursuites. Nombre de témoignages ont été accablants pour Jacob Zuma, mais les enquêteurs dont les auditions doivent durer probablement encore 1 an n'ont eux-mêmes pas le pouvoir d'inculper quiconque. Impliquer les filles et fils dans le développement du Togo, telle est la volonté du chef de l'État, Faure Sozona Gnazingbe, depuis son accession à la magistrature suprême. C'est dans ce cadre que le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur a initié la mise sur pied du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, pour parler de cette institution qui doit permettre à la diaspora togolaise de parler d'une seule voix et d'apporter sa pierre à la construction du pays. Nous recevons dans ce magazine pluriel
Monsieur Safiou Radi, il est économiste, expert du ministère des Affaires étrangères, et Monsieur Akakpo Kofi, il est directeur des Togolais de l'extérieur également au ministère des Affaires étrangères. Monsieur Safiou, bonjour. Bonjour. Monsieur Akakpo, bonjour. Bonjour. Eh bien, je commence avec vous. La première question. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, le professeur Robert Dussé a procédé le 2 juillet dernier au lancement du projet de création du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Monsieur Akakpo, dites-nous exactement l'objectif de création d'un tel conseil. Avant d'aborder cette question, permettez que je vous remercie pour cette invitation que vous avez bien voulu nous adresser dans le cadre du lancement de ce projet. À la vérité, en 2005, ou depuis 2005, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sozomna Singbe, le gouvernement togolais n'a cessé de tendre la main aux fils et filles du pays qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvés à l'extérieur. Mais comment capitaliser la puissance et le potentiel que représentent tous ces bras valides éparpillés dans le monde? Tel est le défi que le gouvernement togolais s'emploie à relever. Et pour relever ce défi, le ministère des Affaires étrangères a élaboré une feuille de route en direction des Togolais de l'extérieur. Cette feuille de route se subdivise en 3 axes principaux, à savoir la valorisation du capital humain, économique et social de la diaspora. Ensuite, nous avons le renforcement de la communication entre le gouvernement et la diaspora. Et au troisième point, nous avons l'amélioration de la défense et de la protection des intérêts des Togolais de l'extérieur. Ce projet que le professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et togolais de l'extérieur, a bien voulu lancer le 2 juillet dernier, s'inscrit dans le 2e axe de cette feuille de route et s'intéresse à l'un des objectifs de cet axe qui traite de la création des structures et outils aptes à mobiliser et à réintégrer la diaspora togolaise. Parlons à présent de ce Haut Conseil qui a été lancé le 2 juillet dernier. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est un projet phare de la feuille de route du gouvernement qui vise à créer un cadre permanent de mieux régir les relations entre le Togo et sa diaspora. Il s'agit de mettre en place une plateforme qui rassemble tous les Togolais, individus ou regroupements, afin de leur permettre de mieux s'organiser pour défendre leurs intérêts. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est également une plateforme permanente d'échanges et d'initiatives en vue de créer une synergie d'action entre les Togolais de l'extérieur, leur gouvernement et leurs concitoyens vivant au pays. Comme nous parlons de ce Haut Conseil, je vais vous dire un tout petit peu qui sont ceux-là qui sont appelés à faire partie de ce Haut Conseil, ou qu'est-ce que ce Haut Conseil? Cette structure regroupera l'ensemble des Togolais et Togolaises résidant hors du territoire national. Il sera entre autres l'interface entre la diaspora togolaise et le gouvernement sur toutes les questions d'intérêt commun. Le Haut Conseil sera également chargé de suivre et de coordonner les actions de développement de la diaspora togolaise. Il sera un organe consultatif de statut associatif, non partisan, non discriminatoire, à but non lucratif et ne sera affilié à aucune obédience confessionnelle, philosophique ou politique. Oui, et vous avez longuement parlé. Quelles sont les missions dévolues à cette institution? Si vous pouvez nous dire en quelques mots. Plusieurs missions sont dévolues à cet organe que nous voulons mettre en place. Et parmi ces missions, nous pouvons
énumérer quelques-unes donc de ces missions. On parlera d'abord du rassemblement de tous les Togolais de l'extérieur sans distinction aucune. Ensuite, il s'agit ici d'assurer la pleine participation des Togolais et Togolaises de l'extérieur au développement économique, social et culturel du Togo et faciliter leur intégration dans la vie nationale, participer à la promotion du rayonnement du Togo dans le monde, faire mieux connaître et respecter les conventions, lois et règlements dans les pays d'accueil, susciter les actions sociales susceptibles d'améliorer les conditions de vie des Togolaises et Togolaises de l'extérieur, promouvoir les activités culturelles et sportives au sein des communautés togolaises à l'extérieur et servir d'interface entre le ministère des Affaires étrangères et les associations et autres regroupements. Oui, et M. Aka, parlez-nous un peu de l'organisation et du fonctionnement du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Comme toute structure, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est composé donc de 3 organes. Nous avons d'abord l'Assemblée générale, ensuite le groupe de travail permanent et ensuite nous avons ce que nous avons appelé le guichet diaspora. L'Assemblée générale de ce Haut Conseil étudie toutes les questions inscrites à son ordre du jour et portant sur les grandes orientations du Haut Conseil, formule des propositions et fournit au gouvernement togolais des avis et recommandations. Elle est composée des délégués élus pour une période donc de 3 ans dans chaque pays par leurs communautés respectives en fonction de l'importance numérique des ressortissants togolais dans le pays concerné. Lors des travaux de l'Assemblée générale du Haut Conseil, les délégués se répartissent en commissions. On parlera essentiellement de la commission des affaires économiques et financières, de la commission de la protection des personnes et des biens et de la commission des affaires générales. Parlons à présent du groupe de travail permanent. Ces groupes de travail permanents sont animés par les délégués pays du HCT. Donc, ces délégués seront chargés donc, de l'animation des groupes donc, de travail qui s'intéresseront aux travaux donc, effectués par les 3 commissions de l'Assemblée générale. Je parlerai donc des groupes de travail chargés des affaires économiques et financières, un groupe de travail qui sera chargé de la protection des personnes et des biens et un groupe de travail parlant donc des affaires générales. Le guichet diaspora dont il est question ici dispose de l'organe technique d'appui du Haut Conseil. Il est doté d'un bureau de 4 membres, placé sous l'autorité du ministre en charge des Togolais de l'extérieur. Il élabore des mesures et des stratégies en vue d'inciter et d'encourager les Togolais résidant à l'étranger à participer au développement économique et culturel du Togo et à promouvoir son rayonnement dans le monde. Il est également chargé, entre autres, d'inciter l'épargne des Togolais de l'extérieur aux fins d'investissement au Togo, de favoriser l'émergence des groupes d'investisseurs au sein de la communauté togolaise de l'étranger, de mobiliser les investisseurs et autres partenaires internationaux et d'assurer la reprographie des documents et la conservation des archives. Oui, Monsieur Safiou Radi, j'en viens à vous. Vous êtes économiste, expert diaspora au ministère des Affaires étrangères. Dites-nous, le projet de création est lancé, désormais lancé depuis le 2 juillet dernier. Quelles sont les prochaines étapes qui vont conduire à l'installation effective de ce Haut Conseil? Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et pour commencer à traiter cette question. Si vous permettez, je vais un peu contextualiser notre sujet en rappelant un peu dans quel cadre s'inscrit la mise en place du Haut Conseil, avant de donner les éléments sur les étapes et de ce qui a été choisi comme approche. On est dans un contexte d'un État qui veut mettre en place un dispositif qu'il souhaiterait être un creuset où participerait le maximum de ces citoyens qui sont à l'extérieur. Donc l'approche qui a été choisie par le gouvernement, c'est une approche participative. Donc on est vraiment dans une démarche de type de démocratie participative qui veut que la sélection ou le recrutement des personnes qui feront partie, qui constitueront le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, soit élu
par leurs pairs dans les pays de résidence des Togolais de l'extérieur. Donc le mode d'élection qui a été retenu pour recruter les membres du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est quelque chose de très important qui montre bien la capacité que le Togo donne aux Togolais de l'extérieur de choisir et de se choisir eux-mêmes leurs représentants, parce qu'un des défis majeurs du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est justement ce défi de la représentativité. Ça, c'est un élément que je tenais à préciser. À ça s'ajoute aussi le fait que le Haut Conseil, c'est d'abord pour désigner des délégués. Ce sont des délégués qui agissent en tant que représentants des Togolais de l'extérieur au titre de chaque pays. Le ministère a pris une approche pragmatique qui consiste en fait à regarder deux critères qui ont prévalu au nombre, à définir le nombre des délégués qui ont été proposés par pays. Les deux critères importants qui ont été retenus, qui sont objectifs, c'est le critère d'abord de la démographie, donc le nombre de Togolais de l'extérieur qui résident dans un pays ou dans une circonscription électorale donnée. Et puis le deuxième critère, c'est le critère financier. Et sur ces deux critères, je donnerai des précisions suivantes. En ce qui concerne la démographie, toutes les études qui sont publiées par l'OMI, qui est l'Organisation mondiale de l'immigration, confirment que les 2/3 de la diaspora vivent en Afrique. Les 2/3 de la diaspora togolaise qui est à l'extérieur vit principalement en Afrique. Donc naturellement, le ministère a considéré qu'il fallait donner le maximum de voix, de représentants de la diaspora togolaise aux représentants, aux membres de la diaspora togolaise qui habitent sur le continent africain. Le deuxième critère qui a été retenu par le ministère consiste en fait à prendre en compte l'impact financier, la contribution économique des gens de la diaspora vers le pays. Et à ce titre, l'élément principal qui est retenu par toutes les organisations internationales, ce sont les transferts de fonds. Les transferts de fonds dont le suivi est fait par la Banque mondiale et dont les dernières publications font apparaître que 70% des transferts de fonds qui sont faits vers le Togo proviennent de l'Afrique et qui plus est de la CEDEAO. Donc ce sont les deux critères-là qui justifient le fait que le ministère ait pris en compte l'importance à accorder aux représentants de la diaspora qui sont en Afrique. Et quand on regarde un peu plus précisément l'origine de ces fonds qui sont envoyés par les Togolais de l'extérieur, on s'aperçoit que ces représentants de la diaspora qui sont en Afrique sont plutôt des gens avec des revenus modestes, qui n'ont pas fait des études très élevées et qui ont cette motivation, cet amour pour le pays qui les porte à être les premiers contributeurs en matière de transfert de fonds pour le pays. Et comme autres contributeurs qu'on ne peut pas négliger aussi de la diaspora, on cite souvent les pays de l'Occident, notamment aux États-Unis, en Amérique et en Asie. Et la masse de ces pays-là ne représente que 30% en ce qui concerne les transferts de fonds. Et je dois préciser que dans les études qu'on a eu à regarder, l'essentiel des fonds qui sont envoyés par les personnes qui vivent en Occident va vers des besoins plutôt individuels, notamment dans l'immobilier. Donc c'est très important de donner cette précision-là pour justifier le bien fondé de l'approche du gouvernement qui a consisté à considérer qu'on devait accorder 45 délégués à l'Afrique, 19 délégués à l'Europe, 7 délégués à l'Asie, 9 délégués aux États-Unis. Donc le tableau est disponible sur le site du gouvernement, mais je tenais à donner cette précision pour vraiment planter le décor sur le fait que le travail qui a été fait par le ministère est un travail professionnel qui repose sur des critères objectifs incontestables et qui s'appuie sur des études qui viennent de la Banque mondiale. Maintenant, pour venir à votre question de fond, qui est les étapes qui sont prévues dans la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, il s'agit d'abord d'un processus électoral. Et un processus électoral obéit à des constantes que l'on a dans tout processus électoral. Le processus a commencé par un appel à candidature pour les délégués qui sont représentants de chaque pays, un appel aussi à inscription des électeurs, que sont tous les Togolais de l'extérieur, avec un certain nombre de critères qui sont donnés sur le site. Ensuite, après la validation des électeurs qui sont inscrits et la publication de la liste des candidats, on va ouvrir la phase de campagne. Et cette phase de campagne est censée durer une période de 1 mois, parce qu'on souhaite qu'on puisse laisser le temps aux candidats de discuter, de rencontrer les membres de la communauté de la diaspora dans les pays. Ensuite interviendra les votes, qui aussi, comme il s'agit des votes électroniques, parce qu'on veut vraiment avoir un processus qui soit incontestable avec une procédure automatisée, qu'il n'y ait pas de contestation possible. On laisse là encore du temps, parce qu'on sait que pour les Togolais de l'extérieur, c'est important de disposer du temps quand on travaille et qu'on a cette activité citoyenne à côté, de pouvoir disposer du temps pour voter. Après cette période de vote, interviendra, comme dans tout processus électoral, le dépouillement et la compilation.
qui permettrait de publier le résultat et l'installation du Haut Conseil qui est prévue normalement au mois de novembre. Oui, et je reviens toujours à vous. Nous savons que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, nous savons que c'est d'amener la diaspora à contribuer au développement économique du pays. Et qu'attendez-vous exactement de la diaspora dans la mise en œuvre du PND? En fait, il y a une question de fond qui se pose dans toute démarche d'un pays qui s'adresse à sa diaspora pour savoir comment on peut mobiliser cette diaspora pour travailler dans l'intérêt du pays. C'est la question principalement des contributions. Et à ce titre, je voudrais utiliser une formule qui résume bien la démarche de tous les pays dans le monde. La diaspora, ça représente souvent un potentiel. Et l'enjeu pour les États, c'est de transformer ce potentiel en puissance. Pourquoi je parle de puissance? C'est parce que quand on met en œuvre une stratégie qui permet vraiment de bien mobiliser la diaspora, à la fois sur ce qu'il peut apporter en termes de capital, j'ai parlé des transferts financiers tout à l'heure qui représentent 420 millions de dollars au Togo dans les dernières statistiques, c'est aussi les réseaux d'hommes d'affaires qui peuvent ramener dans le pays, c'est aussi toute la capacité à mobiliser aussi les connaissances pour que les projets du pays soient connus dans le monde entier. C'est un peu faire en sorte que la diaspora devienne un peu les ambassadeurs, d'une certaine manière, de leur pays, mais aussi des porte-drapeaux de leur pays en ce qui concerne les vertus que ce pays a comme terre d'investissement, comme terre d'opportunité à l'extérieur. Donc il faut savoir que la proximité, c'est une des clés aujourd'hui pour qu'un pays se vende à l'extérieur, pour qu'une image soit acceptée à l'extérieur. Et le fait de pouvoir s'appuyer sur la diaspora comme un des éléments qui permettent de dialoguer avec les investisseurs, avec les partenaires potentiels, c'est un levier puissant sur lequel le ministère compte s'appuyer, continue de s'appuyer pour faire en sorte que les projets du gouvernement soient mieux connus par les partenaires au développement, qu'on puisse mieux comprendre aussi l'approche spécifique originale du Togo à travers le PND, qui en fait est aussi une démarche assez originale qui consiste à synthétiser en un seul document tous les projets sur une période de 5 ans et puis à donner aussi un sens, une cohérence globale au projet et en quoi ça permet de faire bouger les curseurs au niveau de la croissance, au niveau de la croissance de la création des emplois, au niveau même de l'amélioration des conditions des populations à la base. Donc c'est tous ces éléments-là que le Togo a aujourd'hui, que les gens de la diaspora sont chargés de porter à la connaissance de la communauté internationale. Oui, je rappelle que nous sommes dans ce studio avec M. Safiou Radji, économiste expert diaspora du ministère des Affaires étrangères, et Aka Kofi, directeur des Togolais de l'extérieur également au ministère des Affaires étrangères. Alors, M. Safiou, M. Akako, vos derniers mots. Je commence par M. Safiou. Je vous remercie d'abord de nous avoir donné la possibilité de parler de ce sujet important pour la diaspora sur le territoire national, parce que on est convaincu que tous les Togolais qui sont à l'extérieur gardent des liens avec leurs parents au pays. Donc on veut s'appuyer sur cette communication vers la communauté nationale pour qu'ils puissent informer leurs enfants qui sont dans la diaspora de ce que le gouvernement fait pour eux et exclusivement pour eux, parce que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est d'abord un outil, un creuset qui est fait pour que les gens de la diaspora puissent se réunir, travaillent ensemble, relèvent le défi de la représentativité et de la contribution au service du développement de notre pays. Merci, M. Safiou. M. Akapo. En guise de conclusion, je dirais que les nations que nous voyons émerger aujourd'hui dans le monde sont celles qui ont su, à un moment donné de leur existence, fédérer les efforts de leurs citoyens sur l'immense chantier de leur développement. Le ministère des Affaires étrangères, qui s'approprie cette citation, saisit cette opportunité pour informer la diaspora togolaise qu'elle reste encore ouverte à toutes les contributions et suggestions et appelle à leur patriotisme pour participer activement au processus de l'élection des délégués pays du HCTE enclenché depuis le 15 juillet 2019. Je vous remercie. Merci à vous, M. Akakpo, M. Safiou. Merci infiniment pour votre avoir invitation. répondu à notre invitation. C'est plutôt bien.
Écho du Palais à présent, les audiences de la Cour d'assises ont démarré lundi dernier à la Cour d'appel de Lomé. La première affaire jugée est relative à un trafic de drogue à haut risque. L'inculpé, le nommé Semedo Lopez Admilson, de nationalité capverdienne, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi dans Écho du Palais. Le sieur Semedo Lopez Admilson a été arrêté en mai 2015 à l'aéroport international Gnassingbé à Démon, où il était en transit en provenance de Sao Paulo au Brésil pour la Guinée-Conakry. Suite à un test improvisé du bureau de la cellule aéroportuaire anti-trafic sur sa personne, il fut appréhendé en possession de 60 capsules contenant de la cocaïne pour un poids total de 0,72 kg qu'il a ingurgité. Et pris la main dans le sac, l'accusé n'a pas nié les faits qui lui sont reprochés. Au regard de ces faits, il est donc accusé de trafic international de drogue à haut risque. À l'issue des plaidoyers du procureur de la République et de son avocat, maître Marwanga Dourman, Semedo Lopez Admilson est reconnu coupable selon la loi togolaise. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et doit payer une amende de 1 million de francs CFA. Son avocat s'est réjoui de cette peine puisque son client a le minimum ayant reconnu les faits. Il précise également que les faits se sont déroulés il y a 4 ans, donc sous l'ancienne législature, sinon il aurait écopé au minimum 20 ans. Âgé de 27 ans, Semedo Lopez Admilson est agent de sécurité demeurant à Sao Paulo au Brésil. Il est célibataire et père d'un enfant. Son cas est la première affaire traitée au cours de la première session 2019 de la Cour d'assises de Lomé. À samedi prochain. Du sport à présent, au menu de la page des sports, de l'athlétisme avec le tournoi de la solidarité démarré hier à Niamey au Niger, la CAN Égypte 2019 de football qui a pris fin également hier au Caire avec le sacre de l'Algérie, vainqueur du Sénégal en finale. La page des sports s'intéresse aussi aux préparatifs de l'association sportive des joueurs de la COSA, ASCK, pour la Ligue africaine des champions. Le club de la COSA joue demain un match amical international à Lomé contre les Buffles de Borgou du Bénin. Aruna Mola. Envie de s'aguerrir pour sa première participation à une compétition continentale, l'association sportive des chauffeurs de la COSA, ASCK, multiplie les matchs de préparation. Après ASCO et la sélection nationale locale, le club de la COSA enchaîne avec un match amical international contre les Buffles de Borgou du Bénin, demain dimanche au stade municipal de Lomé. Coup d'envoi 15h, temps universel. Fondé en 1997 par Ama Akleson Chérif, le club très ambitieux veut mettre les petits plats dans les grands du continent. L'ASCK se fixe pour objectif l'entrée en phase de poule grâce à son effectif renforcé. Urokura Chagara, coach adjoint du club. Nous n'attendons pas trop de l'équipe tactiquement, mais nous attendons de voir pour ce premier match si ce que nous avons fait dans la semaine, qui a été vraiment intense, qui a été vraiment une charge, nos jeunes arriveront à répondre. Dans la semaine, tout le monde s'est mis. Tout le monde a bien travaillé et je crois que ça serait un match plaisant. L'une des valeurs sûres de l'équipe est l'international togolais Mani Sapoul, que nous écoutons. Je pense que nous avons des ambitions au-delà de ASCK. Je pense qu'on défend premièrement le pays. Après, c'est le club à défendre. Ensuite, il y a des ambitions personnelles. Tout ça accumulé, ça donne quand même une motivation, ce qui nous pousse à aller au-delà de nos forces. Avec cet effectif, nous avons à défendre premièrement le titre de champion du Togo. Moi, personnellement, je pense qu'on peut défendre 2 ou 3 ans ce titre. Aussi, faire tout durant ces 2 ou 3 ans, rentrer dans les poules de Ligue des Champions ou de la CAF. CAN 2019, l'Algérie remporte le 2e titre de son histoire. La fête n'aura duré que 79 secondes. Le temps pour les Fennecs de marquer l'unique but de la rencontre et de briser les rêves des Lions de la Teranga hier au Caire. Fumigène, klaxon, moteur vrombissant et une foule en liesse. D'Alger à Lille en France, les supporters algériens ont envahi les rues hier pour célébrer la victoire des leurs en finale de la CAN. 29 ans après sa première
première étoile continentale, l'Algérie a conquis son deuxième titre en douchant le Sénégal 1-0 au Caire. De l'athlétisme, pour refermer cette page des sports, le tournoi de la solidarité a démarré hier à Niamey au Niger. 5 pays y participent, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Les athlètes togolais enregistrent déjà de bons résultats, à l'instar de Sinklina Lazare qui a décroché une médaille d'argent au saut en longueur. Médaille d'argent également pour Boulé et Mefa sur 100 mètres dames. Au 800 mètres dames, pas de médaille pour le Togo. Lamboni Ladi a échoué au pied du podium en se classant 4e. Les Togolais Alassari Abdoulaye, Kako Missa Midaouna sont respectivement 4e et 5e aux 10 000 mètres. Chatom Kweta gagne la médaille d'argent pour le Togo aux 5 000 mètres. Olo Davito s'est qualifié pour la finale des 400 mètres dames qui aura lieu cet après-midi. Isaka Faiza va se mesurer aux autres en longueur dames. Le Togo va également compétir aux 4x400 mètres cet après-midi. En 2018, à Porto Novo, ils avaient ramené 18 médailles. La revue de presse. Les braquages à répétition à Lomé dans certaines villes du Togo tourmentent les esprits d'honnêtes citoyens. La presse a largement commenté le sujet, de même que celui sur la proclamation des résultats définitifs des élections locales du 30 juin dernier. Voilà, entre autres sujets évoqués cette semaine dans les parutions de la presse. Revue de la presse, Gabriel Laïne. Plusieurs ont cru que les évalants qui ont mobilisé beaucoup de monde et d'attention dans la causa auraient rendu Lomé et l'actualité morose. Et pourtant, sans trop parler des luttes traditionnelles en pays kabyais, la presse a eu de la matière à commenter. Les braquages. Ah oui, les braquages ont beaucoup fait parler d'eux, malheureusement, cette semaine. Avec les photos du ministre de la Sécurité, le général Yark Damahab, le directeur général de la gendarmerie, Massina Yotrofei, et celle du DG de la police, le colonel Yaouvi Okbaoul, à la une, l'Indépendant Express titre dans sa parution du mardi 16 juillet, braquage, bienvenue au Togo, système de sécurité déglingué, sabotage, conflit de leadership. Le confrère fustige la fébrilité ces derniers jours de l'appareil sécuritaire. La manchette, elle, creuse à fond et note que 2 des 3 hommes en uniforme doivent s'expliquer. Le confrère publie les photos du général Yark et du DG de la gendarmerie et écrit, je cite, Yark et Massina ont à dire, fin de citation. À qui ont-ils donc à dire? C'est la question qui se pose. L'Indépendant Express a-t-il la réponse? Non. Mais il estime plutôt que ce sont les braqueurs qui ont mis au garde-à-vous l'armée. Liberté d'un air comique indexe le ministre de l'administration territoriale. Le quotidien se demande et si Boukessi interdisait aussi les braquages. D'autres journaux voient les braquages sous un autre angle et avec un autre œil, bien sûr. Des inquiétudes subsistent, surtout quand on lit le Magnat Libéré qui écrit des braquages no-stop pour saboter le PND. À Fraternité de renchérir avec à sa une du mercredi 17 juillet en photo des hommes cagoulés, les armes à la main pour illustrer l'insécurité dans laquelle se trouve le plan national de développement PND que le journal met à l'épreuve des braqueurs. Même si les journaux sont inquiets vu la situation sur le terrain, ne perdons pas de vue l'appel du ministre de la Sécurité la semaine écoulée à la collaboration de tous pour venir à bout de ces malfrats. L'autre sujet qui a retenu l'attention de la presse cette semaine reste la proclamation des résultats mercredi par la Cour suprême du Togo. La Nouvelle Tribune dresse le tableau. Le vote dans Zio 4 et Wawa 1 sont annulés. 52,46%, c'est le taux de participation et 39 recours rejetés. Le confrère indique donc que la Cour suprême confirme les résultats provisoires. La symphonie note une écrasante victoire du Parti uni aux dernières locales. Laquelle victoire Liberté met en lien avec la taxe d'habitation. Pour le quotidien, c'est de cette façon que Uni remercie les citoyens. C'est de la pure ironie. Il faut reconnaître que la taxe d'habitation a suscité beaucoup de critiques, mais dans une interview au journal Magnat Libéré, le commissaire aux impôts à l'OTR, Adoy Esso Havana, répond en ces termes, je cite, c'est dans la concurrence que nous sommes encore plus grands. Fin de citation.
Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce magazine pluriel de ce samedi 20 juillet 2019. C'est également la fin des luttes traditionnelles en pays kabye. En attendant un autre samedi prochain, donc, je vous dis au revoir et portez-vous bien.